accueillons à peu près 1000 femmes chaque année, dont 300 nouvelles femmes chaque année sur toute la Savoie. Au fur et à mesure que les besoins se font sentir, nous assurons davantage de permanence. Sur le quantitatif, je voudrais juste donner quelques chiffres nationaux. L'estimation du coût des violences conjugales, c'est 36 milliards à l'échelle de la nation. C'est quand même pas rien, quoi, 36 milliards. À l'échelle de Chambéry, l'agglomération de Chambéry, c'est 12 millions. Et pour donner une information, nous, on pleure pour récupérer quelques financements complémentaires pour assurer les 5 jours de permanence à Chambéry toutes les semaines, avec 2,75 ETP, plus une équipe de bénévoles extrêmement investis, dont une dizaine sont là pratiquement toutes les semaines, les unes après les autres, et qui accompagnent les femmes. Alors, notre métier, notre activité, c'est de les écouter, de les accompagner, de leur permettre de rencontrer les professionnels. On travaille en partenariat avec de nombreuses associations, avec les professionnels de la justice, de la santé, du logement, de l'emploi, de la justice évidemment, la police, la gendarmerie, les tribunaux. Enfin vraiment on essaye d'être en relation avec l'ensemble des acteurs qui peuvent accompagner ces femmes. Le département de la Savoie, nous, en termes de prise en charge en matière de violence conjugale, entre 2018 et 2019, les statistiques ont doublé. Et dans toutes nos antennes, donc que ce soit sur Thonon, Bonneville, Annecy, Albertville, Chambéry, toutes nos statistiques ont doublé. Et en parallèle de ça, on a ouvert d'autres types de postes au sein des commissariats et des gendarmeries, absorber aussi l'équivalent de 250 dossiers chacune. C'est vous dire, comme le contentieux a augmenté, ou en tout cas est de plus en plus révélé. Ce dont on se rend compte au niveau justice, c'est vraiment combien le coût de violence commis sur une personne peut impacter effectivement non seulement cette personne-là, mais tout l'entourage, et notamment familial, les enfants en partie. C'est quelque chose auquel la justice fait de plus en plus attention depuis quelques temps, et là il y a un coût phénoménal, puisque cette violence subie par la femme, effectivement, elle est subie aussi par les enfants, et effectivement engendrant des conséquences à très long terme. Donc tout ce coût humain, c'est quelque chose qu'on réalise, que le législateur prend en compte maintenant aujourd'hui de plus en plus, et d'où l'importance d'un travail en réseau, en chaîne, le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le procureur, avec les associations, avec les gendarmes, les forces de l'ordre, il ne faut pas l'oublier, parce que les forces de l'ordre sont en première ligne, donc on a vraiment besoin d'eux tout le temps. C'est le premier maillon de la chaîne pour l'intervention sur les violences conjugales. Donc il faut travailler en réseau avec la police, avec la gendarmerie. Il y a énormément de personnes très humaines au sein des gendarmeries et police, il faut le dire. C'est eux aussi qui sont en première ligne, mais pour les enfants, j'en parlais à l'instant, mais pour nous signaler à nous, justice, quand les enfants qui sont mis dans une situation de danger, etc., c'est sur eux qu'on se repose. C'est eux qui sont là, matin, soir, nuit, bien souvent seuls, le week-end. Il n'y a pas grand monde le week-end autour des gendarmes et des policiers, donc c'était une chose que je voulais quand même éclairer, l'importance aussi des forces de l'ordre dans ce réseau, et l'idée d'avoir une collaboration avec eux. Nous, souvent, les premières personnes qui nous contactent en tant qu'avocats, c'est pas la victime directement, ce sont les associations, ce sont les assistantes sociales qui aident à faire les premières démarches. De plus en plus, vous pouvez d'ailleurs être assisté directement par un avocat dès le dépôt de plainte. Je sais qu'en Tarentaise, Haute-Tarentaise et Maurienne, on a mis en place une permanence victime avec un numéro de téléphone et un avocat, qui sont d'ailleurs, je crois que le numéro est affiché dans tous les commissariats, dans toutes les gendarmeries, pour que justement on puisse intervenir dès le début. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame le procureur, de moins en moins, mais c'est vrai qu'il y a eu des difficultés sur le moment des dépôts de plainte, parce qu'il y a eu un moment où certains gendarmes prenaient pas systématiquement le dépôt de plainte, notamment quand on n'a pas de certificats médicaux. Or, quand on est sur des violences psychologiques, on n'a pas toujours des certificats médicaux, d'autant plus qu'on nous oppose assez fréquemment le secret médical. Et puis on nous demande aussi beaucoup de témoignages, et comme vous le savez certainement, les violences conjugales, la plupart du temps, c'est au sein du domicile conjugal, donc c'est absolument impossible d'obtenir des témoignages. Les seuls témoins, ce sont les enfants, qui sont particulièrement jeunes et qui ne témoignent pas dans ce genre de procédure. Mais donc de plus en plus, le côté réseau, la relation nous permet d'avancer, et c'est vrai qu'il y a des évolutions, notamment avec le projet de loi à venir,
qui va permettre de pouvoir élargir déjà l'aspect secret médical avec des médecins qui pourront de plus en plus faire des signalements sans forcément l'accord de la victime elle-même. Et puis des avancées aussi par rapport aux formations, à la sensibilisation des gendarmes, des magistrats, pour que justement la parole des victimes soit de plus en plus prise en considération, sans qu'on ait absolument ces moyens de preuve, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les juridictions sont assez exigeantes sur les moyens de preuve pour démontrer qu'il y a des violences conjugales, et parfois ces preuves-là, encore une fois, sont très difficiles à mettre en œuvre, à démontrer. Donc voilà la réalité, on va dire, des choses, même si aujourd'hui on a quand même une grande progression pour que des procès aboutissent, pour que des dépôts de plainte aboutissent. Alors je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Madame Imberton. Donc il y a une réalité, hein, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés dans l'accueil des victimes, alors des victimes en général, hein, et parfois plus particulièrement dans le cadre des victimes de violences conjugales ou d'abus sexuels aussi. Pour autant, je pense qu'ils ont... Les forces de l'ordre ont, on va dire, perçu les limites de leurs compétences et se font de plus en plus renforcer. Alors c'est en train d'apparaître et ça risque de se développer, il en existe déjà. Dans les deux départements, les forces de l'ordre sont soutenues par ce qu'on appelle les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie. Et ces postes-là sont principalement dédiés à la prise en charge des femmes, des victimes de violences conjugales, puisqu'en tout cas, ces personnes-là qui travaillent pour soutenir les forces de l'ordre sont prioritairement dédiées à l'accueil des victimes de violences conjugales et des victimes d'agressions sexuelles. L'idée étant de prendre le relais là où les forces de l'ordre ont peut-être des difficultés peut-être dans l'écoute et du coup elles font le relais entre la victime et les forces de l'ordre. Et ça a apporté de très bons résultats. De ces personnes qui prennent en charge. Alors, psychologue peut-être. Alors l'idéal pour cette personne, dans un idéal on va dire, elle devrait être psychologue, assistante sociale, juriste, voilà. Le poste tel que défini initialement, c'est des postes d'assistante sociale. Après, il y a eu des déclinaisons en fonction des régions, des départements. Il y en a qui préfèrent travailler avec des assistantes sociales, il y en a qui préfèrent travailler avec des juristes. Donc, l'idée étant, c'est que cette personne qui a une connaissance de base soit en capacité de travailler avec le réseau, d'avoir cette ouverture sur du social, d'avoir cette ouverture sur des notions de psychologie, mais également la capacité de renvoyer vers des spécialistes à même de prendre en charge la victime et du coup de faire le lien. Enfin, l'idée c'est vraiment ça en fait. C'est de ne pas isoler la victime, de ne pas la garder pour soi parce que cette personne-là, à un moment donné, elle va avoir besoin de nous, mais à un autre moment, elle aura besoin d'autres personnes pour se sortir de sa situation. Puisque l'intervenant social en commissariat et gendarmerie va intervenir à un moment précis, c'est-à-dire qu'on est au début d'une... Enfin, s'il y a une procédure derrière, mais on est dans l'urgence, on est dans les premiers temps. Et derrière, il y a encore beaucoup de choses qui doivent suivre, et du coup, il va falloir passer le relais. Je suis très content d'être avec vous. En 1985, j'ai assisté au premier débat sur les violences conjugales fait par le CIDF, qui avait été, à l'époque de Mitterrand, c'est lui qui avait créé cette première entité, les droits de la femme. Il n'y avait que des hommes et une femme au débat, donc en fait, on était aussi partie prenante pour cette cause. Alors quand même, pour rassurer monsieur, c'est vrai que la justice va lentement. Moi, je suis usagé du service public comme tout le monde, et je suis amené à rencontrer des femmes qui viennent dans mon cabinet, comme tous les médecins. En fait, on ne peut rien faire tout seul. On peut faire qu'avec la justice, la police, qu'avec des associations de victimes, qu'avec des associations d'aide aux victimes. Mais vous-même, vous pouvez faire quelque chose. Si vous avez un portable ou Internet, c'est 3919. C'est la première chose qu'on peut faire en urgence, parce que ce qui compte, ce n'est pas forcément la justice qui va arriver, ce qui compte, c'est la protection. Et la protection, on peut la faire beaucoup plus rapidement que la justice, parce qu'on a justement toutes les personnes qui sont là, plus votre téléphone portable et Internet. 3919, la fraude des 3919, c'est très important parce que souvent, les femmes que je rencontre, elles n'osent pas aller chez l'avocat. Ça va coûter cher. Elles ne savent pas que ça ne coûte pas cher et que ça peut être gratuit. Elles n'osent pas aller dans les associations de victimes parce qu'elles ont peur que le mari regarde. Le 3919, quand on y va, il n'y a pas de traces sur Internet. Ça, c'est intéressant. Le 3919, quand vous téléphonez, c'est pareil. Donc, vous avez un interlocuteur qui peut vous répondre et qui permettra à la femme d'aller voir toutes les personnes qui sont ici, d'aller au commissariat. Et après, la protection, elle est quand même renforcée. Donc depuis Sarkozy, pas de Mitterrand, je peux dire Sarkozy aussi, les femmes, elles peuvent être protégées parce que le mari ou le conjoint, parce qu'il n'y a pas que les maris, peut être mis à distance de la victime.
Donc il y a quand même quelque chose qui est important, c'est pas tellement la procédure judiciaire, c'est la rapidité de la protection des victimes, et je crois que c'est là où il y a des progrès à faire. Voilà. Oui, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, donc deux aspects qui sont plutôt positifs. Par exemple, sur Albertville, de plus en plus, quand on est confronté à des cas de violence conjugale, le parquet intervient très rapidement et place tout de suite, au moment de du dépôt de plainte, l'auteur sous contrôle judiciaire. Donc ce contrôle judiciaire va permettre de mettre en place une interdiction d'entrer en contact. Et quand on dit contact, ça s'étend très largement parce que c'est le contact physique, c'est le contact de venir au domicile, mais c'est aussi écrire, appeler, envoyer des SMS. Donc une interdiction de contact qui peut intervenir très rapidement. Et puis sur Albertville, de plus en plus, ces personnes-là comparaissent en comparution immédiate. Donc très rapidement, dans un délai de 4 à 5 jours, la personne va passer de la garde à vue au jugement avec une protection qui intervient très très rapidement. De même, sur l'aspect civil, c'est ce que j'expliquais. Donc il y a le procès pénal où vous déposez plainte et il va y avoir un procès dans le tribunal correctionnel. Mais c'est aussi possible de mettre en place une ordonnance de protection. Donc là, c'est auprès du juge aux affaires familiales qui va être saisi donc, par la personne ou par son avocat. Et donc là, sur l'aspect civil, le juge aux affaires familiales peut rendre une ordonnance très rapidement, c'est une mesure d'urgence, où justement, il va y avoir éviction du conjoint violent du domicile. Donc il y a une mesure contraignante qui consiste à faire partir l'époux qui a été violent, laisser la victime au sein du domicile. Il va également se prononcer sur les enfants. Est-ce qu'on laisse en place un droit de visite, un droit d'hébergement sur ces enfants-là ? Et également, on peut prendre des mesures d'interdiction d'entrer en contact ou permettre à la victime d'élire domicile justement au cabinet de l'avocat pour ne pas donner son adresse. Enfin, il y a beaucoup de mesures. Et jusqu'à maintenant, c'était compliqué à mettre en place parce que les délais justement étaient très longs. La loi prévoyait que le juge devait statuer dans les meilleurs délais. Alors c'est une notion très abstraite qui malheureusement est compliquée à interpréter, à expliquer. Et là, avec le projet de loi qui devrait rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2020, eh bien, le juge devra se prononcer dans un délai maximal de 6 jours. Donc quand une personne intervient, on peut avoir une réponse de plus en plus rapide. C'est les évolutions en tout cas de la loi actuelle. Est-ce qu'on peut passer la parole à... Moi, je vais juste compléter par rapport à la protection des victimes. Il y a quand même des dispositifs encore plus particuliers qui peuvent être mis en place dans les cas les plus graves. Il y a des dispositifs on appelle ça des téléphones grave danger, pour une victime qui est dans une situation où il y a une notion de gravité, d'urgence. Le dispositif peut être mis en place sur demande du parquet. Oui, téléphone grave danger qui sont mis en place sur la Haute-Savoie depuis 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et qui effectivement permettent, enfin je vais être un peu cynique peut-être, à mon sens la protection du TGD n'est pas si extraordinaire que ça. Je pense que c'est pas le meilleur moyen de protéger les victimes, mais bon, c'est quelque chose qui rassure les victimes. En fait, l'idée du TGD, c'est pour les victimes effectivement qui sont identifiées comme étant en danger, en situation de danger, je vais simplifier, mais de leur octroyer un téléphone qui a un accès direct à une plateforme qui est tout de suite renvoyée sur la zone gendarmerie-police dont elle dépend. En gros, c'est ça, afin d'avoir une intervention la plus rapide possible des services de police et des services de gendarmerie. Donc voilà, l'idée c'est qu'une quelqu'un qui a un téléphone grave danger en main et qui voit son agresseur, voit l'ex-conjoint ou le conjoint surgir et lui sauter dessus, vite actionner son téléphone grave danger, elle a une touche sur laquelle elle appuie, ça, et effectivement ça actionne tout ça et les forces de l'ordre doivent intervenir le plus rapidement possible. Donc, est-ce que je pourrais vous demander combien de téléphones on dispose en Savoie? Alors en Savoie je ne sais pas, mais en 6 Il y en a 6 en Savoie. 6. Voilà. Il va falloir que le nombre de téléphones augmente un peu, j'ai l'impression. Ça va augmenter, il y a une commande de fait, ça va augmenter, il y a une commande de fait, et bon, après, quand on est à court de TGD dans les départements, on procède à la mutualisation. On va voir nos voisins, les associations référentes voisines, et par voie hiérarchique, bien sûr, de cour d'appel à cour d'appel, on fait les demandes qu'il faut et on se procure un dispositif. Alors moi, on dirait que je suis dans le public, et je posais une question à Yasmina.
À savoir pour les enfants, parce que nous, on a une sensibilité toute particulière avec les Saint-Exupériens, c'est les enfants. Voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler? Bien sûr, c'est très important de parler des enfants, parce qu'en fait, les enfants, elles sont en fait victimes également. Elles sont victimes des violences, peut-être pas conjugales, mais intrafamiliales. Il y a plusieurs niveaux d'exposition. L'exposition, elle peut être prénatale. Dès la grossesse, quand il y a de la violence, l'enfant in utero peut ressentir et ça peut avoir des impacts. Il peut y avoir une exposition physique avec ces enfants qui s'interposent pendant les scènes de violence. Mais il y a aussi quand ils sont témoins auditifs, visuels, quand ils vont se cacher dans la chambre mais qu'ils entendent. Et c'est très important de le souligner. Parce qu'il y a des impacts en fait. Il y a des impacts pour ces enfants qui très souvent souffrent en silence. C'est difficile de voir un enfant qui est victime de violences intrafamiliales. Et puis c'est important de le souligner parce qu'en fait un enfant, il est en train de construire ses modèles relationnels. Et en fait là, déjà dans son attachement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Étant donné que ces liens d'attachement ne sont pas sécures. Donc il aime ce père qui violente sa mère, donc ça le met dans une ambivalence terrible. De même, il aime sa mère, mais il peut lui en vouloir de ne pas le protéger. Et du coup, ça crée vraiment quelque chose chez lui de l'ordre de l'ambivalence qui est terrible. Et donc, pour sa construction identitaire, ça peut être vraiment terrible. Et les conséquences qu'on observe, ben, ça va être des enfants qui vont pouvoir avoir des troubles du comportement, des troubles émotionnels, des enfants qui vont avoir des stress post-traumatiques, des enfants qui vont du coup être dans la culpabilisation. Parce qu'aussi, dans leur capacité à comprendre ce qui se passe, dans leur capacité à comprendre la violence, eux, ils se disent, voilà, moi j'ai telle information, et très souvent, ils pensent qu'ils sont coupables. Et du coup, ça les met dans une place qui est insoutenable pour eux. Et de même, ils ont aussi un réflexe qu'un auteur appelle un réflexe de sauvegarde, où ils ont l'impression que tant qu'ils sont là, ça ne peut pas trop dégénérer. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils laissent leurs parents seuls, ils sont en hyper-vigilance et ils se demandent ce qui peut se passer. Et c'est important de le souligner, parce qu'en fait, les enfants, ils ont énormément de résilience. Donc un enfant qui est accompagné, qui va bénéficier d'un suivi, il va pouvoir s'en sortir et il ne va pas forcément être dans ces schémas de répétition qu'on connaît tous. Un enfant qui a été violent, qui a subi de la violence, sera forcément violent. C'est important de le repérer à notre niveau pour qu'on puisse un peu l'accompagner et qu'il puisse verbaliser ses peurs, qu'il puisse reprendre une place. Il y a une chose que je n'ai pas dite qui est importante, c'est aussi que ces enfants sont parentifiés. Ils se retrouvent à une place de parents. Très souvent, on entend beaucoup, je ne sais pas, peut-être que vous avez des exemples, mais ces enfants qui ont été les confidents des victimes ou qui se sont interposés. Et du coup, la question de la place, elle est très très importante. Et quand ils consultent des professionnels, on va remettre la place de chacun, la responsabilité de chacun, et c'est très important. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, par rapport à ça, et parce que je le disais tout à l'heure, 80% des femmes qui viennent nous voir ont des enfants. La déléguée aux droits des femmes et avec l'ensemble du conseil d'administration de Sa Voix de Femmes, on a décidé de mener une action particulière auprès des femmes qui viennent nous voir, parce qu'en fait, bien souvent, elles nous disent « Ah non, mais je vous assure, il n'y a pas de problème pour mes enfants, je ne leur en parle pas, on est très discret. Et en fait, c'est juste pas la réalité, quoi. » Donc vraiment une action extrêmement forte pour accompagner les femmes, pour qu'elles puissent avoir une posture qui soit rétablie, en fait, pour agir correctement, du mieux qu'elles peuvent, en tout cas, et en tout cas qu'elles soient accompagnées pour se rendre compte que leurs enfants sont aussi des victimes. Qu'un père qui est qui est auteur, de violences conjugales, il peut pas être vraiment un bon père, quoi. Il y a quand même une réalité de cette situation-là où il y a des dégâts sur les enfants, quoi. Et du coup, d'expliquer ça aux femmes, de les accompagner, de les déculpabiliser aussi et de leur redonner une vraie place, ça fait partie des projets d'évolution de notre association. Plus du coup, vu que vous parlez de la parentalité, nous à l'UDAF, on le voit, parce qu'en fait, les droits de visite qui sont permises par le juge aux affaires familiales, très souvent, ça arrive souvent que ce soit dans un contexte de violence conjugale.
Et donc nous, on met en place, quand il y a l'ordonnance de protection dont vous parliez tout à l'heure, on va vraiment faire en sorte que la victime et l'auteur ne se rencontrent pas. Mais très souvent, nous, on reçoit des enfants, des adolescents qui sont en demande. Ils ont envie de voir leur père. Et très souvent, ils ont envie de voir leur père pour exprimer toute la violence qu'ils ont vécue. Et c'est assez salvateur, ça leur fait du bien de pouvoir nommer à leur père à quel point ça a été violent de l'entendre, de le voir violenter sa mère, ça a été violent de l'entendre dire des méchancetés et des choses qui sont très lourdes. Et ces enfants, ils le verbalisent et ça peut permettre de bouger des choses. Après, on a différents types de profils d'auteurs, on le sait. On va avoir des auteurs moi je vais parler de pères, on va avoir des pères qui ont intégré la loi quand il y a eu une incarcération, tout ça, où on peut vraiment au cours de ces visites avancer, parce que le fait d'avoir le discours de l'enfant, il va prendre conscience qu'il a été défaillant en fait en tant que père. Après, effectivement, on peut être amené à rencontrer des pères qui pensent ils ont été incarcérés, mais qui pensent encore que la responsabilité, c'est pas complètement la leur, et que madame, elle a fait des choses, et puis qui ont du coup entraîné cette violence. Et là, nous, en tant que professionnels, on est très vigilants, on accompagne d'autant plus les enfants parce qu'ils peuvent être instrumentalisés, et puis ils peuvent venir nourrir de nouveau, en fait, la violence. Et nous, on va accompagner, et dans les cas où on voit que pour l'enfant, c'est délétère, ça ne lui convient pas, on est face à un parent qui n'entend pas, avec qui on ne peut pas travailler. Là, nous, on s'autorise à écrire au juge aux affaires familiales et puis à suspendre les visites parce que c'est important. Récemment, c'est de dire la victime, elle a le droit de rester chez elle, c'est pas à la victime et aux enfants de partir de domicile. Là-dessus, il y a des progrès qui ont été faits, mais vraiment, c'est assez récent, parce qu'il y a encore quelques temps, les forces de l'ordre en premier disaient, et c'était aussi une mesure de protection, en disant, ok madame, maintenant, est-ce que vous avez un endroit où aller, etc. Donc, peut-être que la victime va devoir partir dans l'immédiat, tout de suite, parce qu'effectivement, elle est en situation de danger, il faut la mettre en situation de protection, les enfants, etc. Bon. Mais dans un second temps assez rapide, elle a le droit à retourner au domicile, et c'est l'auteur qui doit être écarté. Alors c'est vrai qu'il y a des victimes qui, malgré tout, ne souhaitent pas rester au domicile parce qu'elles ont trop peur, et à ce moment-là, elles peuvent être hébergées en foyer, éventuellement sous l'anonymat. Alors nous avons à Savoie de Femmes 2 appartements, effectivement, qui sont mis à disposition pour 3 à 6 mois, pour les femmes qui, effectivement, préfèrent partir de chez elles plutôt que de rester chez elles. Et du coup, le temps de faire les démarches, de se reconstruire, de trouver une solution, etc. Donc 2 appartements à adresse secrète qui sont dans le secteur de Chambéry, et on est sur les autres territoires de la Savoie en contact avec les communes de façon à avoir des appartements relais ici ou là quand il y a des urgences. Alors on n'est pas en appartement d'urgence, ça c'est encore autre chose. Sur le territoire de parenthèse, est-ce que vous avez un appartement qui pourrait permettre Alors, je n'en ai pas connaissance pour le moment, mais c'est vrai que c'est un peu au fil de l'eau qu'on prend contact directement aussi avec les communes, et l'expérience nous amène à avoir ces solutions au fur et à mesure, secteur par secteur. Voilà. Et c'est quelque chose qui va être demandé régulièrement aux communes ? Pas de façon systématique. Systématique. C'est la nécessité en fait. Et si je peux me permettre, oui, juste la loi a évolué un petit peu sur ce point de vue, parce que certaines femmes ne voulaient pas rester dans le domicile conjugal parce que tout simplement elles n'avaient pas les moyens d'entretenir la maison, le logement familial. Donc maintenant, dans le cadre de ces procédures d'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales va déjà statuer sur qui reste dans le domicile, mais il peut mettre à la charge de l'auteur des violences les charges justement du logement. C'est-à-dire que la victime va rester avec les enfants dans le logement, elle peut demander ce qu'on appelle une contribution aux charges du ménage quand elle est mariée, une contribution pour les enfants, mais elle peut aussi demander à ce que ce soit donc monsieur qui assume l'intégralité des frais de ce logement. Et puis simplement, si je peux rebondir, dans le projet de loi qui devrait donc entrer en vigueur pour 2020, il y a aussi question, toujours dans le cadre de cette procédure, mais dans l'aspect pénal aussi, du fameux bracelet électronique anti-rapprochement. Alors ça n'existe pas encore aujourd'hui en France, parce qu'aujourd'hui le bracelet électronique il a plus l'aspect répressif pour les auteurs de tout type d'infraction, mais ce bracelet va permettre donc ce qu'on appelle anti-rapprochement, c'est-à-dire que l'auteur se verra mettre ce bracelet électronique qui est géolocalisé, et la victime aura elle un récepteur,
et dans un périmètre qui aurait été fixé par le juge, si l'auteur se rapproche trop près de la victime, eh bien, il y a un signalement qui est fait aux forces de l'ordre qui peuvent intervenir. Alors qu'aujourd'hui, en France, le bracelet électronique ou l'interdiction d'entrer en contact, finalement, est difficile à mettre en œuvre. Moi, j'ai une cliente il n'y a pas très longtemps à qui c'est arrivé, contrôle judiciaire, bracelet électronique. Seulement, la personne a continué à la suivre à travers la station de ski, a continué à la suivre en voiture, à venir sur son lieu de travail, etc. Et c'est vrai qu'elle a fait des signalements auprès du procureur de la République, mais le temps de convoquer la personne en gendarmerie pour lui rappeler ses obligations, ça prend du temps et il avait largement le temps d'entrer en contact d'autres fois avec elle. Donc à mon avis, ce bracelet électronique sera une mesure qui permet vraiment d'éviter des violences, des réitérations notamment. C'est important ce que vous dites, c'est que la violence, elle ne s'arrête pas forcément quand la femme, elle part et quand elle est aidée. La violence, là, elle continue, elle peut même doubler, parce que il y a quelque chose c'est insidieux qui continue, et puis l'homme, il va essayer par tous les moyens de rentrer en contact, de la reconquérir ou de la culpabiliser. Et la femme, à ce moment-là, elle est très très vulnérable et elle peut à tout moment retourner au domicile. Et là, on doit avoir de la bienveillance à son égard, parce que c'est terrible en fait pour elle, et il faut qu'on soit bienveillant et qu'on l'encourage de nouveau à être en lien avec nous, quitte à l'aider petit à petit à retrouver confiance pour qu'elle puisse repartir dans un nouveau processus d'éviction. Et ça, alors ça c'est pris, c'est une réalité et c'est pris en compte, parce que parfois pour les cas les plus graves, quand il y a une période de détention, ça peut nourrir. C'est-à-dire que la victime l'auteur peut nourrir une obsession pour sa victime, et la première chose, moi je l'ai vu, dans une situation, l'auteur envoyait même son codétenu voir la victime. C'est-à-dire qu'il était encore incarcéré, il envoyait son codétenu voir la victime, et première chose qu'il a fait en sortant de détention, c'est aller voir la victime, bien sûr. Donc il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place, en sortie de détention. Il y a ce qu'on appelle les sursis avec mise à l'épreuve, dans le cadre desquels des interdictions d'entrée en contact sont également mises en place. Alors après, toujours est-il, c'est la difficulté de contrôler le respect de ces interdictions. Donc il y a une personne qui assure le suivi. Il faut savoir que dans le contrôle judiciaire ou dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, les obligations sont contrôlées. En tout cas, il y a un contrôleur judiciaire qui est là pour vérifier que le mis en cause suit bien ce qui lui a été demandé. Et dans le cadre du SME, c'est les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui assurent un accompagnement et qui contrôlent le respect des obligations par la personne condamnée. Alors, on va passer la parole à Madame Renaud, Michel Renaud, qui est aux affaires sociales, qui est adjointe aux affaires sociales de la commune de Bourg-Saint-Maurice. Oui, bonsoir. Déjà, je voulais vous dire bravo et merci pour tout ce que vous faites. Et je voulais revenir donc sur la commune de Bourg-Saint-Maurice. Effectivement, il n'y a pas de logement dédié en Haute-Tarentaise. Je ne connais pas de commune qui a un logement dédié aux personnes qui subissent des violences conjugales. Alors nous, lorsqu'il y a une personne qui se présente au service social de la mairie et qui se plaint de violences conjugales, la première chose qu'on fait, effectivement, on la sort du foyer, et quitte à payer une nuit ou deux d'hôtel avec les enfants, pour trouver après une solution plus adaptée. Voilà, c'est tout. Alors, merci. Il y a la section dans le département aussi qui propose des hébergements pour les victimes de violences conjugales. Ganaëlle ? Oui, moi je voulais aborder le problème des féminicides, et je me demandais si les meurtres des femmes sous le coup de leur mari ou de leur conjoint n'étaient pas en fait une limite un petit peu à tout ce que vous êtes en train de dire, que les systèmes de protection ne sont pas absolument parfaits et qui sont certainement perfectibles, d'autant plus que ces femmes, en tout cas une partie, ont porté plainte, ont essayé de mener certainement des mesures et qu'elles n'ont pas abouti, et c'est vraiment une tragédie de voir que plus de 130 femmes ont été assassinées depuis le début de l'année. Et j'ai entendu par ailleurs qu'en Espagne, par exemple, le nombre de femmes tuées par leur mari était bien inférieur parce que des mesures avaient été mises en place et que peut-être on pourrait éventuellement s'en inspirer en France. Enfin,
ça, on se le dit entre nous. C'est vrai que c'est pas nous qui allons prendre ces décisions, mais peut-être faire pression et mettre ça dans le débat. Moi, je voudrais intervenir, je m'occupe d'auteurs. Donc mon travail consiste à aller en prison pour recevoir des auteurs d'infractions de type violence conjugale et d'évaluer leur dangerosité. Or, dans certains pays, comme au Canada ou en Espagne, les praticiens et même les médecins généralistes, les psychologues et les intervenants sociaux sont habitués à utiliser des échelles d'évaluation de dangerosité. Il y a une qui est la SARA, que vous pouvez aller voir sur Internet. C'est assez simple, il y a 20 items à remplir, et puis on arrive à un score. Donc ce mois-ci, j'ai vu 2 auteurs de féminicide, donc les femmes sont mortes, et ils avaient des scores entre 21 et 23. Et l'autre jour, j'ai vu une femme, et j'ai calculé le score du mari, il était à 24. Donc là, j'ai mis quand même tout en œuvre pour... j'étais très inquiet. Il y a un truc qui est très particulier, c'est qu'un des éléments qui est surprenant de dangerosité chez les hommes, c'est leur propre dépression ou leur tentative de suicide. Alors ça peut paraître bête, mais c'est vrai que quand la police intervenait avant, ils voyaient un auteur qui était dépressif, qui prenait des onafraniques ou des déroxates ou du Prozac, il y avait une certaine compassion. Ah, vous n'allez pas recommencer, mon brave monsieur. En fait, c'est un signe de dangerosité. Il y en a plein d'autres items qui ne sont pas évidents. Donc je pense qu'il y a une formation à avoir qui pourra, je l'espère, diminuer le nombre de ces féminicides. Alors là, je parle de l'évaluation des auteurs, parce que si on veut agir pour la prévention, il ne faut pas s'occuper que des victimes. Il faut aussi s'occuper des auteurs. Donc il y a la prévention secondaire, quand les gens sont passés à l'acte pour pas qu'ils rechutent. Et là, on manque quand même cruellement de moyens et d'outils, mais quand même il y a des progrès qui ont été faits. Donc on les voit en injonction de soins, en obligation de soins, mais là aussi on manque de moyens. Mais on est capable de mettre en place des stratégies qui devraient limiter les choses. Alors, pour information personnelle, je suis médecin, donc j'en vois beaucoup. Alors, des choses qui n'est pas politiquement correctes, c'est est-ce qu'on arrive à des bons résultats? Ma réponse est très peu. Je crois quand même qu'il faut être très honnête là-dessus. C'est que, en tout cas, quelqu'un qui a été violent dans son couple, dans le même couple, il risque d'être violent. Par contre, dans un autre couple, il pourra peut-être faire des progrès, et on sait évaluer les profils, par contre, d'auteurs qui sont plus en danger. Il y a aussi quelque chose, hier, c'était la fête du Beaujolais, le Beaujolais nouveau. Et bien déjà, si on se disait que l'alcool est quand même l'un des éléments les plus inquiétants comme facteur de risque aussi, la drogue aussi, c'est important. Et puis, on est en parenthèse, il y a des populations très particulières ici, c'est les saisonniers. Les saisonniers et saisonnières. Et si vous êtes employeur de saisonniers et de saisonnières, eh bien, soyez vigilants sur ce que ces femmes vivent. Souvent, elles ne parlent pas très bien le français, elles sont anglophones, etc. Donc, si on veut diminuer notre féminicide, on a les outils. Il faut s'inspirer de ce qui est fait. Alors, pour le coup, c'est au Canada, qui sont très brillants, pour la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Et c'est de là dont il faut effectivement espérer une diminution du nombre de féminicides. Ça fait donc plus de 35 ans que je m'occupe d'auteurs de crimes de type féminicide. Personnellement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande diminution, en tout cas statistique, du nombre de féminicides. Et on parle beaucoup plus, effectivement, tout à l'heure, on nous a dit qu'il y avait de plus en plus de plaintes étaient déposées. Par contre, en termes d'efficacité pour les auteurs, on a encore beaucoup de progrès à faire. Mais déjà, si on limitait l'alcool, la drogue, et si on essayait aussi d'être proactif dans l'évaluation de dangerosité, et qu'on avait plus de moyens pour les soigner et des médecins formés, je crois qu'on avancerait beaucoup. Donc, je vais parler longtemps comme ça. Je rebondis sur ce que vient de dire le docteur Blachère. C'est vrai que on a beaucoup parlé des victimes, et d'ailleurs le Grenelle des violences conjugales, c'est surtout dans les victimes. Mais la prise en charge des auteurs, elle est effectivement essentielle, le plus tôt possible, pour casser ce cycle de violence, et puis pour mettre des mots, et puis transformer leur vision des choses. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la culpabilité des femmes, et nous, ce qu'on constate, alors aussi bien au niveau associatif que nous, justice, c'est que, et puis même tout le monde, il y a un rapport du Sénat sur les violences conjugales, et il en parle aussi, c'est vraiment quelque chose qui est connu, c'est ce système de culpabilité renversée, en fait, qui est que dans les situations de violence conjugale, c'est la femme qui culpabilise, et l'homme, pas du tout, en fait. Mais vraiment, mais c'est hallucinant, parce que nous, dans toutes les situations qu'on rencontre, les stages auxquels
on a parlé de responsabilisation, les paroles qui sont dites aux audiences, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce système de culpabilité renversée, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une victime qui minimise, qui excuse l'auteur, qui va dire que c'est presque de sa faute, que finalement, en fait, c'est un bon père quand même, ça, ces paroles, vraiment, on entend ça tout le temps. C'est quand même un bon père. Alors effectivement, ça me fait bondir aussi, comment est-ce qu'on peut être un bon père quand on tape sur sa femme, quoi, en présence des enfants, c'est juste hallucinant. Mais par contre, l'auteur, alors j'avais repris les stratégies, c'est la parole de l'agresseur, c'est souvent de renvoyer à sa victime la responsabilité de ce qui s'est passé, il n'assume pas du tout sa responsabilité, il se victimise, en fait c'est lui la victime, il se place au centre. Chaque fois que vous rencontrez un auteur de violence conjugale, il va vous parler de lui. Mais oui, mais c'est parce que je l'aimais trop, c'est parce que je ne pouvais pas vivre sans elle, c'est parce que j'avais vraiment j'ai besoin d'être avec elle. Il n'est pas du tout dans la compréhension de son geste, ou encore moins dans l'analyse, il n'y a pas de distance, il y a juste j'ai besoin d'elle, donc je vais la harceler, etc. Et puis effectivement, c'est de sa faute si on en est arrivé là au final. Alors il y a cette technique d'isolement aussi, mais ce système de culpabilité renversée, c'est vraiment très 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 fort. Parce que, et l'idée d'une prise en charge justement le plus tôt possible pour éviter qu'on soit dans cette situation dans laquelle l'auteur n'a conscience de rien et il n'a pas du tout conscience de sa responsabilité, c'est vraiment, l'idée c'est de mettre des mots, de mettre en place des groupes de parole, des groupes d'échange où et bien, à travers les situations des uns et des autres, déjà on voit des paroles sur ce qu'on a fait, et puis les autres sont là pour apporter des lumières, les intervenants extérieurs, pour essayer de leur faire intégrer leur propre responsabilité. Mais c'est ça aussi ce qui est à la base du meurtre du conjoint, c'est que celui qui tue la femme, souvent il n'a effectivement pas conscience qu'il est responsable de quelque chose. Ça c'est vraiment profondément ancré. Alors c'est aussi quelque chose de sociétal, hein, probablement. Et ça fait des millions d'années que c'est comme ça que les hommes se considèrent comme tout-puissants dans la domination, etc. Mais au-delà de ça, on a quand même un profil d'hommes violents, parce que c'est pas tous les hommes, bien évidemment. Hein. Le profil d'hommes violents, c'est un profil très particulier quand même au sein de la population. C'est pas tout le monde qui est violent. C'est ce profil-là de personnes qui n'assument pas sa responsabilité. Je commençais tout à l'heure en disant le coût sociétal des violences conjugales, il est énorme et le regret qu'on peut avoir par rapport au Grenelle, c'est vraiment qu'il n'y ait pas davantage de moyens sur la prévention, sur les associations qui font du travail en amont de la justice et toutes les interventions qui peuvent remettre de la loi au cœur de ces actions. Et vraiment, nous on a vécu au niveau de Sa Voix de Femme une baisse des dotations, on se bat tous les jours, mais vraiment avec une pugnacité, une ténacité sans cesse pour défendre les financements, pour assurer les 4 salariés qui travaillent pour l'association 5 jours sur 7. Quoi. Et vraiment, on se dit, mais c'est un budget de 250 000 € par an, donc c'est quand même pas un budget monstrueux, quand on sait que la ville de Chambéry, en soins de santé, d'absentéisme, problèmes au travail, sur les enfants, le coût sociétal des violences conjugales, il est énorme. 12 millions, je vous l'ai dit tout à l'heure, on revient des chiffres, mais on parle souvent à des élus qui sont souvent, je ne leur jette pas la pierre, mais ils ont une vision d'homme, et c'est quand même souvent ces aéropages-là qu'on a en face de nous, ils ne se rendent pas forcément bien compte, je pèse mes mots, et quand ils nous renvoient que c'est l'État, les élus nous disent c'est l'État, nous collectivités on participe mais déjà bien assez, on se dit mais c'est la faute de qui, c'est la responsabilité de qui, c'est la compétence juridique de qui, de tout le monde, de nous tous. Alors je fais appel, d'ailleurs je vous remercie pour l'organisation de cette séance ce soir. Je vous remercie des dons que vous pourrez faire à l'association et de la soirée de ce soir qui
procède carrément. Mais vraiment, si vous connaissez des entreprises, des donateurs, si vous connaissez des collectivités qui souhaitent soutenir cette association, parce que tous les jours c'est au niveau de la prévention qu'on agit aussi, encore qu'on nous a demandé de travailler, c'est la délégation aux droits des femmes, donc c'est vraiment l'État qui organise les rôles de chacun, la DDKS, la VIGE, la SASSON, etc. Chacun a un rôle bien déterminé. Nous, le rôle qui nous est demandé, c'est d'accueillir les femmes et de les accompagner pour qu'elles retrouvent leur chemin, leur voie, et qu'elles puissent sortir des violences conjugales. Mais vraiment, pour lutter contre tout ça, la prévention et encore la prévention, quoi. Et quand on intervient dans les lycées, dans les collèges, c'est extraordinaire de voir à quel point les enfants, ils n'ont pas forcément le repère, les enfants qui sont pas forcément victimes de violences conjugales, mais les enfants, quand on leur parle de c'est quoi parler normalement entre un homme et une femme, et quand on leur montre des petits scénarios de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas, comment tu réagirais toi dans cette situation-là, mais on se dit mais que de travail on a à faire pour faire évoluer dès le plus jeune âge la relation homme-femme. Et une dernière chose, on est alerté par les gynécologues, on est alerté par la CPAM sur les dégâts que font les sites internet sur la pornographie. Les jeunes garçons apprennent la sexualité par la pornographie sur internet, et ça c'est une véritable catastrophe. Donc les interdictions, les sécurités parentales, je sais plus comment ça s'appelle, sur internet, sur les téléphones, etc., de parler aux enfants de qu'est-ce que c'est une relation amoureuse saine, quoi, équilibrée, où il n'y a pas la domination de l'un sur l'autre, où il y a le respect de chacun. Enfin voilà, j'arrête là. Et là, vous touchez directement à la conférence qu'on a faite avec Patrick Blachère et Pierre Fillard le 3 octobre, qui est responsable de la sexualité de mon ado. Où on a eu peu de parents et beaucoup de professionnels. Juste si je peux revenir sur la question de madame pour limiter les féminicides, je pense qu'en matière de violence conjugale, il y a c'est juste une synthèse. Il faut prévenir, protéger et soigner. Prévenir les plus jeunes, auprès des plus jeunes, protéger les victimes et soigner aussi les auteurs. Je pense que cette trilogie-là est très importante parce que la simple protection ne suffit pas. Et voilà. Pardon. Oui, je voulais juste compléter ce que madame, ce qui a été dit là par Nathalie Sardoni. Avec le Grenelle des violences conjugales, il va y avoir aussi tout un tas d'annonces au niveau politique, au niveau central. Et je pense qu'on va revenir sur cette histoire de la spirale, le cycle de la violence, etc. C'est des choses qui maintenant diffusent petit à petit. Alors c'est vrai, là on fait ça, justement, on diffuse. Mais je pense qu'au plus haut niveau de l'État, il y a aussi vraiment une volonté politique. Et ça, c'est énorme. Ce qui fait la différence depuis quelques années, parce que c'est pas quand même d'aujourd'hui, cette année, effectivement, on en parle beaucoup, mais on va dire, moi, je crois que le changement, c'est à peu près 2014. Il y a eu, pour nous, au niveau justice, des premières vraiment directives assez fortes là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique de mettre au jour tout ça. Et du coup, ces problématiques dont vous parlez, on en parle beaucoup. Ouais. Je le disais tout à l'heure, dans le rapport du Sénat, je pense qu'il est en ligne, ce rapport du Sénat sur les violences justement conjugales et tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de rapports qui sont sortis. Donc la conscience collective, elle est en train de se diffuser. Mais effectivement, c'est à nous de la faire vivre localement. Voilà, ça se rejoint. Mais la volonté politique au plus haut niveau de l'État, ça c'est énorme. Même si malheureusement, effectivement, les moyens ne suivent pas. Mais déjà, cette volonté que les choses changent, c'est déjà mettre des mots, et puis mettre des mots sur le cycle de la violence, la position de la victime qui est sous emprise, la culpabilité renversée, tout ça. C'est des choses dont on parle maintenant au niveau politique, au niveau national, et voilà. Donc, mais c'est à nous de la faire vivre localement. D'accord. Sur la Tarentaise, du coup, la statistique actuelle, parce que c'est très fluctuant dans le temps, nous suivons une quarantaine de femmes en ce moment sur le secteur de la Tarentaise. Donc je trouve quand même que c'est énorme, malgré tout, 40 femmes autour de vous, quoi. Juste pour dire que l'association est vraiment... J'ai quelques documents, flyers disponibles pour vous. Si vous le souhaitez, on peut se retrouver à la fin de la réunion. Et puis on est vraiment à votre disposition
pour répondre à des questions, pour accompagner les femmes. Et même si parfois ça peut être, n'hésitez pas, je crois que notre rôle à chacun, c'est d'alerter, de dire que potentiellement ça peut être ça. Il vaut mieux se tromper, se dire bah non, c'était juste un problème de couple classique. Il vaut mieux se tromper, mais alerter et que ça fasse partie de nos conversations quotidiennes. En fait, d'en parler avec ses amis, d'en parler avec ses voisins, il faut que ça sorte du tabou. La tendance communication aujourd'hui sur le sujet est extrêmement saine parce que ça sort du contexte intrafamilial. Ça développe le nombre de personnes qu'on accompagne, le nombre de femmes qu'on accompagne. Et je pense qu'en fait, je ne sais pas quelle est la part de l'iceberg hors de l'eau et sous l'eau, mais en tout cas, on voit que l'iceberg il sort de l'eau un peu en ce moment. Et je pense qu'on ne sait pas tout, loin s'en faut. Donc vraiment, on est à votre disposition. Les permanences qu'on assure sont faites pour les femmes qui sont victimes de violences, pour répondre potentiellement à des questions, donc à votre service. Et merci à tous d'être venus là nombreux ce soir. Sur cette conclusion, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges qui ont été de grande qualité, très nourris. Alors, pour reprendre la proposition d'avoir des informations, nous avons aux urgences de Bourg-Saint-Maurice une jeune femme qui n'est pas là, Elsa Montant, qui avec Anne Pipet, présente dans la classe, excusez-moi, dans la salle, et elles ont créé une carte discrète. Hein, voilà, c'est le nom que vous lui avez donné. Donc vous la trouverez, j'en ai fait un certain nombre d'exemplaires, vous la trouverez, en fait c'est une petite carte où il y a toutes les informations, y compris le contact de sa voix de femme, probablement Alige, enfin voilà, tous les contacts sont là. Et elle est discrète, c'est-à-dire qu'on ne la repère pas, et elle peut se glisser dans un téléphone portable, et c'est vrai que c'est un petit papier, voilà, apparemment insignifiant, mais quand on le déplie, qui est riche en informations. Voilà, mais écoutez, chers tous, nous vous retrouvons, alors pour ceux qui sont concernés, le jeudi 28 novembre pour accueillir les résultats scolaires de mon enfant, avec Laurence Paris, qui d'ailleurs était montée à la conférence sur la coparentalité. Donc, si vous n'êtes pas concernés, parlez-en à vos enfants, petits-enfants et voisins. Et nous remercions absolument tout le monde. Pierre. Et c'est pour vous dire que c'est en construction, que les choses elles avancent localement et qu'on est confiant envers l'avenir. Voilà. Et merci pour cette soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.